12 citoyens. L'émission Société d'UGOP Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, je vous accueille pour un 12 citoyens et j'accueille mon invité Dominique de Loubresse. Bonjour. Bonjour Noah. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Merci de venir nous rendre visite à UGOP Radio et nous parler de votre riche parcours professionnel. Vous êtes non seulement conseillère en transition professionnelle, vous l'avez été dans plusieurs lieux et organismes, mais vous avez aussi participé à la formation de nombreux jeunes ou moins jeunes pour essayer de leur trouver une voie dans laquelle ils peuvent s'épanouir. Je veux commencer par vous découvrir un peu plus. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine ? Alors au départ, ça a été le besoin de me sentir utile. J'avais envie d'avoir une profession qui avait du sens, donc je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, mais c'était déjà mon idée. Et donc au départ, ça a été la formation plutôt, l'enseignement, puisque pendant plus de 10 ans, j'ai été formatrice pour des publics en difficulté, alphabétisation, français langue étrangère. Et puis petit à petit, les hasards ont fait que j'ai eu à m'intéresser à des personnes qui étaient au RMI, comme on disait à l'époque, pour faire du diagnostic orientation et les aider à se reconvertir ou à trouver un emploi. Et donc, tout naturellement, j'ai continué dans cette voie qui me plaisait parce que j'aime finalement aider les gens à découvrir ce qui va leur permettre de s'épanouir. Et du coup, j'ai continué dans cette voie. J'ai passé le concours de la NPE à l'époque. C'est quoi la NPE ? Qui est devenue Pôle emploi. Ah. Voilà. Et France Travail aujourd'hui. Donc, j'ai été ensuite conseillère pendant plus de 10 ans à Pôle emploi. Aujourd'hui, France Travail. France Travail. Donc, j'accompagnais des gens, bien sûr. Donc, j'ai accompagné des gens, aussi bien des jeunes que des seniors, que des cadres, dans leur recherche d'emploi. Et puis, j'ai monté beaucoup d'ateliers parce que ce qui me passionne plus spécifiquement, c'est l'orientation tout au long de la vie et la formation tout au long de la vie. Oui. Donc, aujourd'hui, vous êtes à la fois dans la formation et à la fois dans le bénévolat, puisque vous avez pris votre retraite de France Travail. Oui, j'ai pris ma retraite de France Travail il y a quelques années, donc je continue en indépendante à accompagner des personnes pour des bilans de compétences, par exemple. Et puis à côté, je fais du bénévolat. J'en faisais déjà quand je travaillais, mais tout naturellement, j'ai continué après, bien sûr. Vous êtes bénévole et aussi la présidente de l'association dans laquelle vous faites depuis 3 ans, je suis présidente de Vise Emploi et je suis responsable de l'antenne du 12e plus particulièrement. Tout à fait. C'est là où on s'est rencontrés et c'est pour ça qu'on veut mettre la lumière sur votre association, sur l'association dont vous êtes la présidente dans le 12e, puisque la plupart de nos écouteurs viennent de ce bel arrondissement qu'est le 12e. Depuis quand vous êtes basé dans le 12e ? Alors, Vise Emploi a été créé il y a 20 ans, mais on est dans le 12e depuis plus de 10 ans. C'est une implantation assez ancienne. On a une équipe aujourd'hui qui est de 9 bénévoles. Et donc, on est plus particulièrement situé 34 rue du Rendez-vous. Et comment ça se passe pour un individu qui veut venir profiter de vos services ? Alors, ça se passe comme dans toutes les antennes Vise Emploi, puisque Vise Emploi, c'est quand même une centaine de bénévoles. On a des antennes un peu partout dans Paris. Et donc, dans le 12e comme ailleurs, les gens peuvent se présenter soit à l'accueil. Donc, on a un site, Vise Emploi. Donc là, les gens trouvent les adresses, les renseignements s'ils le souhaitent. Et puis, donc, on a une permanence dans le 12e qui est le mercredi matin de 10h à 11h30, où les gens peuvent venir sans rendez-vous. Sinon, ils ont sur le site, dans certains, à la mairie notamment, les coordonnées, téléphone et mail. Donc, ils peuvent venir ainsi et on les reçoit une première fois, on fait le point avec eux. Donc, ça peut être simplement un renseignement, un conseil sur un CV. Et s'ils le souhaitent, on peut ensuite les accompagner de façon individuelle. Donc, il y a un bénévole qui est désigné, qui les accompagne dans leur recherche d'emploi. Très bien ça. Et vous, à côté, vous donnez des formations en bilan de compétences, si j'ai bien compris. Alors ça, c'est à titre personnel. Je donne des formations en bilan de compétences, effectivement, puisque j'utilise finalement les compétences et l'expérience que j'ai acquise tout au long des années précédentes, aussi bien à France Travail que dans la formation, pour orienter les gens dans leur choix de vie, dans leur choix professionnel. Et c'est quoi un bilan de compétences ?
Alors, un bilan de compétences, c'est une personne qui souhaite faire le point sur ce qu'elle sait faire pour soit changer, soit se rassurer sur le fait qu'elle a pris la bonne voie. Et donc, elle va travailler sur ses centres d'intérêt, ses valeurs, ses compétences, pour choisir ensuite le métier qui sera le plus approprié. Ok. Et juste avant, il me semble que vous lanciez en tant qu'indépendante pour donner des formations. Vous en donniez à l'Université Paris-Descartes. Alors, j'en ai donné à l'Université Paris-Descartes sur le projet professionnel, effectivement, pour divers cursus, aussi bien psychologiques, informatiques ou droit. Et puis, quand j'étais à France Travail, je donnais aussi des cours pour les collègues. Je faisais des formations pour les collègues, toujours sur mes thématiques, orientation tout au long de la vie notamment. Ok. Et donc, il me semble que vous avez touché donc, à l'université un public assez jeune. Mais aussi, je pense dans le cadre de votre association, vous touchez des moins jeunes, des gens qui veulent changer de voie. Oui, alors dans notre association, nous avons des ateliers où les gens peuvent travailler sur leurs compétences, leurs projets professionnels, et puis nos bénévoles les accompagnent là-dessus. Et effectivement, on a un public alors plutôt senior. On va dire que la moyenne est entre 40 et 55 ans. On a 10% de jeunes. Et puis, pour le reste, ce sont souvent des femmes, mais pas toujours. Et puis, après, on accueille des gens qui peuvent aussi bien être cherchés dans le service à la personne ou des cadres. Voilà, on est très généraliste par rapport à tout ça. Ok. Avant de continuer à parler des activités de Visa-Emploi, parlons de poésie, puisque une phrase qui figure dans votre signature professionnelle, c'est un extrait, je pense, d'un poème de Paul Valéry. À toi de choisir un jour digne d'éclore. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous? Alors, bon, d'abord, c'est un souvenir de Sète, qui est une ville que j'aime beaucoup, et de Paul Valéry, qui était né là-bas. Mais c'est surtout quelque chose qui me donne l'envie chaque jour, parce que chaque jour apporte quelque chose, et finalement, chaque jour, il y a quelque chose qui commence. Pour moi, mais je pense aussi pour les personnes que j'accompagne, leur donner envie de continuer et à chercher et à s'épanouir. Mais c'est ça, c'est ce que je voulais aussi vous demander. Est-ce que c'est quelque chose que vous transmettez, cette envie d'éclore, de s'épanouir? C'est quelque chose que vous transmettez? Écoutez, je l'espère, en tout cas, je tente. Est-ce que c'est important pour vous, la poésie ou ce genre d'art dans votre quotidien? Oui, j'aime la poésie, j'aime la littérature et j'aime la peinture, beaucoup. Oui. C'est important aussi de savoir s'épanouir à l'extérieur du travail où il faut... Oui, et on le conseille toujours aux gens qu'on accompagne de leur dire, bon, ok, c'est bien, vous cherchez un travail, c'est tout à fait légitime et normal, mais gardez du temps pour vous, pour aussi vous développer, avoir des moments de loisirs et de beauté, finalement. Ok. Et donc revenons justement à ces critères et à Visa-Emploi. Quelles sont les grandes lignes lorsque vous accompagnez quelqu'un? Alors, la grande ligne, c'est d'abord, on a des valeurs de bienveillance, d'écoute, de partage, d'esprit d'équipe. Et on va surtout prendre la personne là où elle en est, puisque chaque personne qui vient est un individu, donc va avoir des besoins différents. Donc si elle a besoin vraiment de travailler sur tout son projet professionnel, on va partir d'un mini bilan de compétences, mais après ça peut être aussi, il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent travailler simplement sur l'entretien. Parce que c'est quelque chose qui est difficile pour eux. Donc on va les accompagner là-dessus, on peut les accompagner sur leur CV. Donc ça va vraiment dépendre de chacun, puisqu'on on essaye de répondre aux besoins individuels de chaque personne. Oui. Et donc vous êtes plusieurs bénévoles à travailler avec les gens qui viennent vous voir. Quels sont les points clés à la fois chez le bénévole qu'il a sur sa fiche, les choses auxquelles il doit particulièrement prêter attention, et quels sont aussi les points clés avec lesquels la personne doit venir? Alors, pour le bénévole, on a de toute façon nous-mêmes des formations. On a 2 jours de formation initiale, dont une qui concerne l'écoute active, plus spécifiquement l'écoute de la personne, et puis une qui va être sur, justement, par quel bout je prends les choses. Donc, en général, on dit aux bénévoles de ne pas se précipiter, mais s'il faut 2-3 entretiens avec la personne pour comprendre son besoin, sa vraie demande, il faut prendre le temps, parce que souvent, les gens qui viennent nous voir ont besoin de parler. Ont besoin de s'expliquer. Donc déjà, commencer à ne pas se précipiter sur on va faire un CV absolument, non. Voir exactement c'est les besoins. Et puis, de faire d'abord le point sur leurs compétences, ce qu'ils savent faire.
pour ensuite éventuellement faire le CV, chercher des offres, et puis si entretien il y a, ce qui est quand même le but de l'opération, les aider pour l'entretien. Mais tout ça peut prendre du temps. On peut très bien accompagner une personne 18 mois par exemple. Oui. Selon où elle en est au départ, ça peut être compliqué. Quant aux gens qui viennent chez nous, on leur demande simplement, si possible, d'avoir un CV parce que ça nous aide à comprendre le parcours. Mais après, simplement de venir et d'avoir envie d'être accompagné, c'est tout. Et est-ce que c'est une méthodologie différente lorsqu'une personne cherche un travail et lorsqu'une personne cherche à plutôt entame une reconversion professionnelle? Oui, c'est un peu différent. Quelqu'un qui cherche un travail, qui sait ce qu'il veut, qui a une certaine expérience, on va passer directement à des recherches d'offres ciblées en essayant d'adapter le CV, de comprendre pourquoi éventuellement ça n'a pas marché jusque-là. Mais bon. Par contre, si la personne est en reconversion, alors là, oui, on va passer plus sur réfléchir sur ce qui pourrait lui plaire, éventuellement l'utiliser tous les moyens de France Travail. Je dis ça non pas parce que j'en suis une ancienne de France Travail, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Et par exemple, on conseille des immersions professionnelles avant de se lancer sur une nouvelle carrière. Quels acquis avez-vous pris justement de vos divers lieux d'activité? J'imagine que France Travail, ce n'était pas la même chose que chez Mosaïque RH, que ce n'est pas la même, même si ça reste le même objectif. Est-ce que à chaque fois, qu'est-ce que vous en avez retiré à chaque fois? Alors, vous citez Mosaïque RH, j'ai été bénévole chez eux quand j'étais encore à France Travail d'ailleurs. Oui, donc de toutes ces organisations, si je puis dire, j'ai d'abord tiré des publics différents, souvent, puisque Mosaïque RH était quand même très orienté sur des jeunes des quartiers. J'ai tiré aussi des outils différents, finalement des moyens différents, parce que dans chacune, j'ai rencontré d'autres associations qui pouvaient être utiles aux personnes que j'accompagnais. Donc tout ça a fini par s'agréger et faire l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et quel est pour vous le plus grand l'atout le plus essentiel que doit avoir le bénévole? Et ensuite, je vous poserai la question pour la personne qui candidate. Alors, le plus grand atout du bénévole, je crois que c'est vraiment tout simplement l'envie d'aider. L'envie d'aider et l'envie de bien faire. Et donc, du coup, peut-être de penser qu'il n'a pas la science infuse, donc de se former et d'être à l'écoute, de suivre des échanges de pratiques, par exemple, des supervisions, de façon à être un peu proche de la personne qui l'accompagne. Et donc, du coup, pour la personne qui est accompagnée, quel serait le plus grand atout? Qu'est-ce que vous attendiez qu'est-ce qui fait que cette personne... qu'est-ce qui va favoriser plutôt le fait qu'elle va trouver un emploi? Je crois que c'est une question difficile. Ça va dépendre beaucoup des gens. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a presque autant de réponses que de personnes. Nous, on n'attend rien d'elle. On l'accueille et puis on l'accompagne. Voilà. Après, la personne, si elle a déjà au moins l'envie de retrouver un travail, bon, ça aide. Mais quelquefois, on a des gens qui n'ont pas forcément envie au départ et puis qui l'acquièrent au fur et à mesure. Enfin voilà, les cas sont très différents. Quand ils n'ont pas l'envie, par exemple, est-ce que vous les aidez à retrouver le goût du travail? Vous les redirigez peut-être vers une autre branche Alors, quelquefois, on a des personnes qui, c'est pas une question tellement d'envie, mais tout simplement, ils ont d'autres problématiques. Logement... ça peut être psychique, voilà. Donc à ce moment-là, c'est à nous de détecter, effectivement, de les orienter vers des structures qui vont d'abord les aider. Parce que finalement, ils ne seront pas prêts pour travailler tant que certaines problématiques n'auront pas été réglées. Oui, j'imagine bien. Et est-ce que parfois, si la personne, vous avez l'impression qu'elle n'a pas toutes les compétences requises pour ce qu'elle vise, est-ce que vous aidez la personne à se réorienter ou plutôt vous lui proposer des formations? Alors, oui, nous, on lui conseille évidemment des formations. Quelquefois, on lui dit qu'effectivement, peut-être qu'il faudrait réfléchir et prendre des biais un peu différents, rester dans le domaine qui l'intéresse, mais sur un autre métier. Après, pour les formations, ensuite, il faut quand même que... C'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour que les personnes soient inscrites à France Travail, parce que c'est très souvent après... en étant inscrites, qu'elles vont pouvoir entrer dans une formation ou dans une autre. Mais éventuellement, on lui conseille des formations si ça nous paraît être adapté. Et c'est là que l'immersion professionnelle peut jouer son rôle. Vous l'avez dit en début d'interview, ça fait presque 20 ans que vous êtes active dans ce milieu. Est-ce que vous avez observé une évolution du marché de l'emploi durant ces quelques années?
Oui, je dirais que j'ai l'impression que le marché de l'emploi au sens large, d'abord, s'ubérise beaucoup. Finalement, on a pas mal de gens qui trouvent de l'emploi, mais des emplois assez précaires ou quelques heures. Enfin voilà, bon, j'ai cette impression-là. Et puis, bien évidemment, ça continue à se creuser parce qu'il y a quand même la fracture numérique qui est là, avec des personnes qui, à mon sens, n'auront jamais la dextérité nécessaire au plan informatique pour pouvoir s'en sortir un petit peu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui demandent un minimum de connaissances dans ce domaine quand même. Ouais. Comment vous faites alors quand vous êtes face à une personne qui est peut-être qui n'a pas ce que la société demande d'elle? Dans la mesure du possible, on essaye de la faire se former. Alors après, il y a des espaces d'auto-formation, comme à la Bibliothèque Pompidou ou à la Cité des Métiers à la Villette. Donc on les encourage à aller dans ce genre d'espace, à aller dans les espaces numériques, pour au moins se former un petit peu. Ouais. Donc on essaye de les sensibiliser au fait qu'il faut se former. Et ceux qui n'ont pas beaucoup de confiance en eux-mêmes ou en leur avenir? Alors, le rôle de nos bénévoles, c'est justement d'essayer de leur redonner confiance, de les écouter, de montrer tout ce qu'ils savent faire de bien. Et le travail sur les compétences peut être intéressant là-dessus. Et puis sinon, on les oriente vers des ateliers. Alors nous, on n'en a pas, mais on les oriente vers d'autres structures qui ont des ateliers de confiance en soi, par exemple. Vous parlez d'ateliers, vous en donnez aussi, on a dit ça tout à l'heure. Vous avez aussi animé à un certain moment un blog Atouts et compétences. Donc on voit chez vous cette fibre de vouloir faire partager vos connaissances, partager ce que vous avez appris et aider les autres. Comment vous jonglez entre ce domaine de formation et puis ce domaine d'accompagnement? Est-ce qu'il y a un point commun entre eux? Est-ce qu'il y a une différence entre eux? Et pourquoi faire les deux? Alors parce que je crois que les deux se nourrissent l'un d'autre, effectivement. L'accompagnement demande souvent que la personne puisse se former ou être... donc du coup, les deux sont interconnectés, si je puis dire. Ouais. Et les deux me passionnent parce que la formation, c'est donc tout ce qui est la connaissance et qui est une valeur importante pour moi. Et l'accompagnement, parce que si je peux aider en fonction de ce que je connais des gens qui sont un peu perdus, je trouve que c'est normal et presque obligatoire de le faire. Oui. En parlant de formation d'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes formés de nos jours sont formés sont assez formés pour le marché de l'emploi? Mais décidément, Noah, vous me posez des questions difficiles aujourd'hui. Mais vous nous partagez ce que vous pensez. Alors, je pense que la réponse est plutôt oui dans l'ensemble. En tout cas, il me paraît important, et moi j'ai insisté quand j'étais à la fac là-dessus, il me paraît important que les jeunes soient surtout adaptables. Parce que finalement, ce qu'ils apprennent aujourd'hui, les techniques, les choses concrètes, risquent de disparaître dans quelques années, mais qu'ils sachent qu'il faut tout le temps s'adapter. Donc ça me paraît la chose la plus importante. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes quand même qui sont assez formés à ça. Après, nul ne sait quels seront les métiers de demain, puisque c'est quand même très difficile de savoir. Les métiers qui existent aujourd'hui, il y en a 90% qui auront disparu dans 10 ans. Et dans 10 ans, il y aura des métiers qu'on n'imagine même pas. Tout à fait. Mais bon. Donc voilà, je pense que la première chose, c'est d'avoir des formations et une éducation à l'adaptabilité. Ouais. À la pensée critique. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, qui est un outil fantastique, il faut quand même savoir aussi... en tirer parti au maximum et pouvoir voir le vrai du faux aussi. J'imagine qu'à l'association, avec tous les bénévoles et vous-même, vous faites face à des réussites, mais aussi peut-être des situations très difficiles, des personnes qui viennent raconter un parcours peut-être parfois dramatique. Comment vous faites pour garder espoir tout le temps? Alors, je ne peux pas répondre pour les autres bénévoles. Pour moi, en tout cas, c'est de me dire que finalement, il ne faut pas attendre des choses forcément concrètes tout de suite, mais tout simplement, je me dis, bon, moi, j'apporte ma petite pierre, peut-être que je ne me rends pas compte, mais la personne, finalement, ça va lui être utile, et ça, plus que d'autres lui apporteront, c'est ce qui fera finalement le final, et qui l'amènera à évoluer. Et puis, juste une dernière chose, c'est que quelquefois, on n'attend pas, mais quelquefois, vous avez des gens où vous dites, ah, il a réussi, et ça fait plaisir. Ouais, j'imagine bien. Mais justement, quel est le moment que vous appréciez le plus dans votre quotidien professionnel? La personne qui me dit, voilà, je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai trouvé et j'y vais.
Okay. Ça, c'est le moment super. Et le moment le moins agréable, quel est le plus grand obstacle pour vous au quotidien? Une personne qui abandonne parce que finalement elle se décourage. Ouais. Et pour vous, peut-être d'un regard extérieur, quel est le plus grand obstacle pour une personne, entre une personne et le fait d'accéder au marché de l'emploi? Le manque de formation et puis certaines problématiques sociales aussi qui peuvent être très handicapantes quand même. Ouais. Et si on peut vous souhaiter quelque chose à UGOP Radio, quel est votre prochain rêve ou objectif? Eh bien écoutez, que d'autant plus de bénévoles nous rejoignent de façon à ce que nous puissions aider le plus de personnes possible. Et ils peuvent vous retrouver dans le 12e et dans sur le votre 12e site. et sur notre site, bien sûr. Merci beaucoup, Dominique Deloubresse, d'être venu nous voir à UGOP Radio et de nous avoir partagé ces notes très intéressantes sur le... Merci à vous, Noah. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Vous êtes la bienvenue à UGOP Radio. Et on encourage tous nos auditeurs qui connaissent quelqu'un qui cherche un emploi de venir dans le 12e et de contacter Dominique ou bien l'association Vise Emploi. À très bientôt. 12 citoyens. L'émission Société d'UGOP Radio.